Bonjour à tous, bienvenue dans ce 23e épisode de la série Mon portefeuille PEA1, série dans laquelle je présente tous les mois l'évolution de mon portefeuille PEA. Alors, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va se focaliser sur les milestones que je me suis fixés. Et comme on peut le voir à l'écran, je viens d'atteindre le premier milestone, à savoir la somme de 25 000 euros, puisque le portefeuille PEA est désormais valorisé à hauteur de 25 354 euros. Donc on va tout de suite regarder quels sont les milestones que je me suis fixés et puis je vous poserai une question relative à ces milestones en fin de vidéo. Donc voici les 5 étapes que je me suis fixées. Donc pour le PEA, on a une première étape à 25 000 euros que je viens d'atteindre et puis on a 4 étapes supplémentaires. Une étape à 50 000 euros, une étape à 100 000 euros, une étape à 250 000 euros et une étape à 500 000 euros. Comme on peut le voir ici, pour l'étape à 500 000 euros, mon objectif sera ensuite de transformer mon portefeuille PEA en portefeuille à dividendes pour pouvoir toucher une rente en phase 2, c'est-à-dire au moment de la retraite. Alors, comme vous le savez, je procède à des apports mensuels de l'ordre de 585 euros par mois. Et donc, l'objectif sera de continuer à procéder à ces apports mensuels et continuer à faire fructifier le portefeuille PEA au cours du temps. Donc prochain milestone, la somme des 50 000 euros et donc l'objectif sera d'atteindre ce montant dans un horizon d'investissement inférieur à 3 ans. Donc l'idée est de vous montrer ici qu'il est important d'avoir un objectif final. Dans mon cas, cet objectif est de 500 000 euros. Donc j'ai ouvert mon PEA en 2019 et l'objectif sera d'atteindre la somme des 500 000 euros à horizon 2049. L'idée ensuite est de vous montrer qu'il est important d'avoir des objectifs intermédiaires qui permettent de garder le cap au fur et à mesure du temps qui passe. Et donc ces objectifs intermédiaires sont 25 000 euros, 50 000 euros, 100 000 euros et 250 000 euros. Et donc l'idée c'est de voir un petit peu quels sont les temps de passage par rapport à ces objectifs intermédiaires. Enfin, concernant la conversion du portefeuille en portefeuille à dividendes, l'idée sera de convertir l'ensemble du portefeuille en actions à dividendes afin de percevoir une rente au moment de la retraite. C'est-à-dire que l'idée sera d'avoir uniquement des entreprises qui versent des dividendes, de percevoir les dividendes et de conserver le capital en portefeuille. Bien entendu, on est encore loin de cette phase 2, j'aurai l'occasion d'en reparler dans de prochaines vidéos. J'imagine que cette phase 2 peut intéresser certains abonnés de la chaîne. Alors, comme d'habitude, point important, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Par ailleurs, le portefeuille présenté dans cette vidéo n'a pas vocation à être répliqué, celui-ci correspondant à des facteurs, à savoir un profil d'investisseur, un horizon d'investissement et une approche spécifique à l'auteur de cette vidéo. Enfin, tout investissement boursier implique des risques, dont le risque de perte partielle ou totale de l'investissement de départ. Il est donc primordial que vous fassiez votre propre analyse avant d'investir en bourse. Ces recommandations d'usage étant faites, nous pouvons passer à la présentation du portefeuille. Alors, on a ici mon portefeuille PEA en date du 1er novembre 2021. On voit que celui-ci est valorisé à hauteur de 25 354 euros et 96 centimes. On voit par ailleurs que le solde d'espèces est de 1036 euros au moment où je tourne cette vidéo. Au niveau de la constitution du portefeuille, on voit que celui-ci est composé de 13 lignes et on voit surtout que la ligne principale est la ligne Prosus puisque Prosus représente 27,72% du portefeuille au moment où je tourne cette vidéo. Au-delà de Prosus, on voit que les principales lignes du portefeuille sont Total Energy, Danone, Renault, Eutelsat Communications et Maisons du Monde. On note par ailleurs la présence d'une toute petite ligne extrêmement spéculative, à savoir la ligne Inat Pharma, qui ne représente qu'1% du portefeuille environ et que j'utilise, comme je l'explique à chaque fois, comme une option, comme un call option. Alors au niveau des faits marquants du mois, donc pour le mois d'octobre 2021, on voit que le rendement mensuel du portefeuille est de plus 3,4%, avec de très bonnes performances des titres Maisons du Monde qui a pris 14% au cours du mois d'octobre, de Prosus plus 11% et de SMCP plus 8%. Au niveau des prises de position concernant le mois d'octobre 2021, toujours, j'ai procédé à un renforcement de la société BIC et puis également des renforcements de Ontex, Nacon, SMCP et puis un allègement de Maisons du Monde comme on va le voir juste après. Alors j'entends beaucoup d'informations relativement négatives pour Société BIC. Je vous encourage à aller voir les fondamentaux, vous verrez que l'entreprise n'est pas endettée. Si on prend en compte sa dette nette, on voit que l'entreprise a plus de cash que de dette.
Donc c'est comme si l'entreprise n'avait aucune dette. Et puis on voit également que le free cash flow est extrêmement important et surtout que le chiffre d'affaires est attendu en forte croissance cette année et l'année prochaine. Donc bien entendu, je pense que le consensus, en tout cas, est peut-être pas suffisamment haussier sur Société BIC. Bien entendu, on verra si j'ai raison. Ce n'est ni un conseil d'achat ni un conseil de vente sur le titre, c'est juste mon opinion sur Société BIC. Et donc j'ai renforcé ma position au cours du mois d'octobre. Au niveau d'Ontex, j'ai renforcé ma position à la suite de l'annonce des résultats, puisque ceux-ci ont été relativement décevants, mais ne sont pas catastrophiques à mon avis. Et puis j'ai également renforcé mes positions sur Nikon et SMCP. Donc Nikon, lorsque le titre était en baisse, on voit que depuis quelques jours, le titre est en train de s'installer sur la zone des 5 euros, 5,10 €. Et puis au niveau de SMCP, on a vu un titre qui était en fort repli à un moment au cours du mois d'octobre et qui est très fortement remonté. Ces derniers jours, j'en ai profité pour renforcer ma position. Enfin, Maison du Monde a annoncé de très beaux résultats et donc je vais avoir l'occasion d'en parler rapidement dans la suite de la vidéo. Ce que j'ai fait de mon côté, c'est que j'en ai profité pour alléger d'1/5 ma position sur Maison du Monde. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer au mouvement du mois en commençant par Société BIC. Donc on voit que j'ai augmenté ma position d'une action. Je vous rappelle que chez Bourse Direct, lorsqu'on augmente sa position, qu'on construit une position sur une action, quelques titres, lorsque la somme est inférieure à 198 €, on ne paye que 0,5% du montant investi en frais, donc en commission, en frais de transaction. Et donc ça peut être intéressant lorsqu'on souhaite renforcer ses positions de manière relativement limitée. J'ai par ailleurs procédé à un renforcement d'Ontex, plus 15 actions, et également un renforcement de Nikon, puisque j'ai augmenté ma position de 20 actions. J'ai par ailleurs renforcé ma position sur SMCP, donc plus 15 actions, et j'ai réduit légèrement ma position sur Maison du Monde en allégeant celle-ci à un cours de 20,02 € avec une plus-value de 72,06%, donc une très belle plus-value sur cette partie de la position. Bien entendu, je conserve 80 actions Maison du Monde. On voit que Maison du Monde représente 1563 € en termes de valorisation au moment où je tourne la vidéo, avec une plus-value latente de 632 €, soit 67,94%. Bien entendu, je compte conserver cette position pour le moment en portefeuille, avec des objectifs qui sont supérieurs au cours atteint aujourd'hui. Donc mon objectif lorsque j'allège comme ceci sur Maison du Monde, c'est de récupérer des liquidités pour éventuellement les investir dans une autre entreprise à un taux de rendement supérieur. On sait que Maison du Monde a été, en tout cas que le cours de Maison du Monde a été multiplié par 4, que donc Maison du Monde est un 4 bagger, et donc on peut penser que la hausse sur Maison du Monde devrait ralentir dans les trimestres qui viennent, même si je reste haussier sur Maison du Monde dans les trimestres qui viennent. Donc l'idée est d'alléger, de récupérer des liquidités et de les réinvestir éventuellement dans d'autres entreprises avec des potentiels un peu plus importants que ceux de Maison du Monde, même si ça reste une entreprise très intéressante à avoir en portefeuille à mon avis. Je vous rappelle que j'ai un profil d'investisseur dynamique, que je cherche à avoir des positions d'entreprises qualitatives en portefeuille à long terme si possible, alors que ce soit au niveau des fast growers et des stalwarts, puisque j'utilise une approche à la Peter Lynch. Bien entendu, sur les valeurs cycliques, dont fait partie Maison du Monde, j'ai tendance à alléger mes positions lorsque le cours devient un 3, 4, 5 bagger ou plus. C'est ce que j'ai donc fait sur Maison du Monde, avec une vente partielle de ma ligne Maison du Monde. Alors pour ceux qui me suivent sur Twitter, j'ai indiqué récemment que le titre Maison du Monde était en hausse de plus 20%, donc c'était le jour de la publication des résultats, à la suite d'un relèvement des objectifs annuels, ce qui est très haussier pour le titre. Et donc le titre avait connu une petite consolidation au cours des mois précédents, et donc le titre est fortement remonté récemment. Et j'indiquais dans ce tweet que Maison du Monde affiche une hausse de plus 300% depuis le point bas de mars 2020. Et donc il s'agit d'un 4 bagger, c'est-à-dire que le cours de bourse a été multiplié par 4 depuis mars 2020. Bien entendu, peu nombreux étaient les analystes et gérants à croire au titre à l'époque, et pourtant, c'est ce que j'indique dans mon tweet, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est bon parfois d'avoir un point de vue contrarien et donc de regarder les fondamentaux de l'entreprise et puis de se faire une opinion pour peut-être éventuellement construire une position. Et donc c'est ce que j'ai fait sur Maison du Monde à l'époque, je ne le regrette pas bien entendu, et donc c'est ce que j'essaye de faire lorsque je construis des positions et notamment des positions sur des titres relativement cycliques.
Bien entendu, comme vous le savez, Peter Lynch aimait avoir en portefeuille de 30 à 40% de fast growers, de 10 à 20% de stalwarts, afin d'avoir des entreprises relativement qualitatives en portefeuille, et il consacrait le reste du portefeuille à des entreprises plus cycliques. Alors, j'aimerais également faire un point sur le secteur du luxe, puisque j'ai publié sur Twitter un tweet faisant référence justement au rendement dividende inclus des valeurs du luxe sur 3 ans. La source c'était gurufocus.com que j'utilise depuis peu. Et on voit sur ce graphique que Hermès est en hausse de plus 172% au cours des 3 dernières années, dividende inclus, que LVMH est en hausse de 163%, que Moncler, donc société italienne, est en hausse de 100%, et que Kering, un peu derrière, est en hausse de 85%. Et dans ce tweet, j'indiquais stop ou encore, c'est-à-dire est-ce qu'il est bon de continuer à investir sur le luxe. Alors certains investisseurs pensent qu'il est bon de continuer à investir sur le luxe, c'est-à-dire que ces investisseurs pensent que les fondamentaux sont bons et que ceux-ci vont perdurer au cours des années. Et d'autres pensent, éventuellement comme moi, que peut-être que le luxe va consolider au cours des prochains trimestres ou des prochaines années. Alors bien entendu, quand je dis ça, je ne dis pas que le luxe, en tout cas que le secteur du luxe va se retourner. Ce que je dis tout simplement, c'est que quand on regarde les fondamentaux de ces entreprises, on voit que ces entreprises ont de très beaux fondamentaux, c'est indiscutable. Par contre, on voit des niveaux de valorisation extrêmement élevés, ce qui veut dire qu'en cas de forte déception, on pourrait avoir des corrections extrêmement importantes, notamment lors de l'annonce des résultats. Et donc en tant qu'investisseur, il est bon de rester méfiant lorsqu'on est investi dans le luxe, ou en tout cas sur le secteur du luxe. Alors ceci me permet de faire une transition. Je vous ai mis ici un article des Échos, donc de Bastien Bouchot, publié le 2 novembre 2021, intitulé Le CAC 40 bat le record historique de la bulle Internet. Pourquoi? Parce que le CAC 40 a fait un nouveau plus haut historique et donc désormais au-dessus de son précédent record du 4 septembre 2000, lorsque le CAC 40 avait atteint 6922 points. Ce qu'on peut voir dans cet article, et c'est ce que j'aimerais mettre en avant ici, c'est qu'à l'époque, les télécoms faisaient la pluie et le beau temps dans l'indice parisien, dont France Télécom, donc désormais Orange, qui était le maître incontesté. Cette année, peut-on lire, la bourse de Paris a été portée par la performance des champions du luxe et le regain d'intérêt des investisseurs pour la vieille économie, etc. etc. Ce que j'essaie de mettre en avant ici, c'est qu'on a un indice parisien qui est tiré en avant par les valeurs du luxe, donc Hermès, LVMH et Kering notamment, on peut rajouter L'Oréal, et que donc cet indice parisien peut à un moment consolider fortement si jamais les valeurs du luxe consolident. C'est un peu ce qui s'était passé en 2000 avec des valeurs télécom qui étaient extrêmement bien valorisées à l'époque, même si il est vrai, les fondamentaux n'étaient pas aussi bons pour les valeurs des télécoms à l'époque que pour les valeurs du luxe. Donc je ne dis pas encore une fois qu'il ne faille pas investir dans les valeurs du luxe, je dis simplement qu'il est bon de regarder les niveaux de valorisation pour ceux notamment qui souhaitent construire de nouvelles positions dans le luxe, pour voir éventuellement s'il est pertinent de construire des positions sur ces niveaux, ou peut-être s'il est préférable de construire des positions à un niveau légèrement inférieur lorsque le secteur du luxe aura consolidé, ce qui pourrait se produire bien entendu si les résultats ne sont pas à la hauteur au cours des trimestres qui viennent. Un autre élément à garder en tête pour les investisseurs qui ont une approche passive, c'est-à-dire qui investissent dans l'indice CAC 40 ou plutôt dans un ETF CAC 40, c'est que justement les valeurs du luxe tirant l'indice vers le haut, on pourrait se retrouver en cas de consolidation du secteur du luxe avec un indice qui ne fait pas grand-chose pendant plusieurs trimestres, voire pendant plusieurs années, et donc avec un rendement proche de 0%. Bien entendu, j'aurai l'occasion de revenir sur ce point dans de prochaines vidéos. Alors bien entendu, si vous avez une opinion sur le secteur du luxe, c'est-à-dire si vous pensez que le secteur du luxe a encore de beaux jours devant lui, ou bien si vous pensez que le secteur du luxe est peut-être survalorisé en ce moment, n'hésitez pas à me donner votre opinion en commentaire. Je serai ravi de partager, ou en tout cas de discuter avec vous dans les commentaires. Alors je vous rappelle également que vous pouvez parcourir tous les détails de mes portefeuilles PEA et CTO en accédant à mon fichier privé Google Sheet. Et donc il vous suffit d'entrer votre adresse email dans le lien qui se trouve sous la vidéo et puis de cliquer. Vous aurez une notification par email et vous pourrez ensuite accéder à mes portefeuilles. Alors on va rapidement regarder le fichier Google Sheet. J'ai fait quelques modifications. Donc au niveau du portefeuille PEA,
On va retrouver ici le total des apports. J'avais eu quelques questions par rapport à ce total. Effectivement, ce n'est pas la somme des PRU ici, mais c'est simplement le total des apports. Je procède de mon côté à des apports mensuels. C'est ce qu'on retrouve ici. On va également retrouver la valeur du portefeuille ici, donc 25 358 €. Pourquoi? Parce que cette valeur est légèrement différente au moment où je tourne cette vidéo. Et puis on va retrouver ici le rendement total, donc le rendement latent, la plus-value latente en pourcentage au moment où je tourne cette vidéo. On voit qu'on est à 23,1% depuis l'ouverture du PEA. Je vous ai indiqué ici la date d'ouverture du PEA et je vous ai mis ici le rendement annualisé, donc au sens du taux de rendement interne. On voit que celui-ci est de 13,61% par an en date du 31 octobre 2021 et donc je mettrai à jour cette date en fin de chaque mois, ou en tout cas à la fin de chaque mois. On va retrouver ici les plus-values et moins-values réalisées. On voit ici que la dernière plus-value réalisée est celle réalisée sur Maison du Monde et on voit que la plus-value est de 72,06%. Je le rappelle que c'est une prise de profit partielle et non une clôture de position. Au niveau des dividendes, on est au mois de novembre et donc je devrais percevoir un dividende de Telsat Communications, donc de 124,46 € et puis un tout petit dividende d'AB InBev de 1,75 €. Vous retrouvez ici le graphique correspondant au versement des dividendes au cours d'une année complète. Et puis vous retrouvez ici le pourcentage d'actions à dividendes, pour le moment 38,8%. Je vous rappelle que mon objectif n'est pas forcément d'avoir des actions à dividendes. Maintenant, il m'arrive d'entrer des actions à dividendes en portefeuille, des actions dont je pense qu'elles peuvent éventuellement se réapprécier au cours du temps. Alors on passe à la partie que tout le monde attend, donc l'allocation du portefeuille PEA. On voit que Prosus représente désormais 27% du portefeuille, donc c'est une très très grosse position. Je rappelle également que comme je procède à des apports mensuels, concrètement cette position n'est pas si grosse. Pourquoi? Parce que comme on l'a vu, j'ai procédé à 20 600 € d'apport depuis l'ouverture du PEA. On sait que sur un PEA, on peut verser 150 000 €. Et donc j'ai encore de nombreux apports à effectuer sur le PEA. Et donc ce pourcentage est tout à fait relatif. On voit que Renault représente 7,5% du portefeuille, que Total représente 10,3% du portefeuille, que Danone représente 7,6% du portefeuille, Maison du Monde 6,2%, Société BIC 5,9%, Eutelsat Communications 6,8%, Eutelsat Communications qui est bien remonté et qui se stabilise pour l'instant dans la zone des 12,24 €. Bien entendu, au moment du versement du dividende, le cours devrait baisser en proportion. Ontex représente 5,4% du portefeuille, AB InBev représente 5,6% du portefeuille, Kinepolis représente 3,7% du portefeuille, Inat Pharma, qui est une position très spéculative, représente 1% du portefeuille. Je vous rappelle que j'utilise Inat Pharma comme un call option. Et puis on va retrouver SMCP qui représente 4% du portefeuille et Nikon qui continue à grandir avec en tout cas une allocation qui représente 5% du portefeuille. Alors je vous ai mis également ici l'allocation sectorielle, donc je vous rappelle que j'ai fait une vidéo sur les 11 secteurs geeks, je vous mettrai ici un lien en haut à droite. On va retrouver 4,1% de liquidité en portefeuille et puis on va retrouver des actions dans le secteur de l'énergie qui représentent 10,3%, dans le secteur de la consommation discrétionnaire, donc consommation cyclique, ça représente ici 21,4%, également dans la consommation non cyclique pour 24,4%, et puis dans la santé pour 1%, donc ça c'est Inat Pharma, dans la technologie, ça c'est essentiellement Prosus et Nikon, et puis dans le secteur des télécoms, c'est-à-dire télécoms et communications, à savoir Eutelsat, donc pour 6,8%. Alors quand on regarde l'allocation à la Peter Lynch, je vous rappelle que Peter Lynch aime investir 30 ou 40% dans les fast growers. On voit que j'ai pour le moment 33,4% du portefeuille investi en fast growers. Peter Lynch aime investir 10 à 20% dans les stalwarts. On voit que j'ai 13,8% investi dans les stalwarts. Peter Lynch aime investir 10 à 20% dans les valeurs cycliques. On voit que je suis à 17,2%, donc on est toujours dans les critères de Peter Lynch. Et puis il aime investir le reste dans les turnarounds. On voit que je suis à 17,6% dans les turnarounds, 4,9% dans les asset play et 13,2% dans les slow growers, c'est-à-dire dans les catégories dans lesquelles Peter Lynch investissait moins. On voit que ces catégories sont relativement maîtrisées ici également.
Alors comme d'habitude, je vais terminer avec quelques questions. La première question est la suivante. Vous fixez-vous des objectifs, à savoir des milestones, lorsque vous investissez dans votre PEA? Comme on l'a vu, de mon côté, j'ai un objectif fixé à 500 000 euros désormais, avec plusieurs objectifs intermédiaires. C'est ce qu'on a vu au début de la vidéo. Deuxième question, quel est le dernier milestone atteint? De mon côté, comme on l'a vu, le dernier milestone atteint est le milestone des 25 000 euros. Et enfin, dernière question, quel est votre objectif final? Donc un objectif réaliste. On a vu que de mon côté, mon objectif était d'atteindre 500 000 euros à horizon 2049, donc au moment de prendre ma retraite. Bien entendu, n'hésitez pas à partager votre objectif final. On a peut-être des objectifs différents et c'est toujours intéressant de confronter ces objectifs à ceux des membres de la communauté. Voilà, alors c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère que mes vidéos vous motivent également à procéder à des apports et à continuer à investir. Bien entendu, l'idée c'est de se motiver au fur et à mesure du temps qui passe pour garder le cap et continuer à investir en bourse et à faire fructifier son ou ses portefeuilles. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, merci.